de 10 heures jusqu'à maintenant. Et on remercie aussi le CEO, M. Antonio Gozzi. Des applaudissements, si vous voulez, pour le... Alors, M. Antonio Gozzi est un entrepreneur italien. Il est le PDG du groupe Differco qui s'intéresse à tout ce qui est énergie, steel manufacturing et aussi le transport maritime. Donc, le groupe il est implanté dans plusieurs pays dans le monde. Il est aussi le chairman d'un club de foot. C'est ça, M. Antonio? Donc, le sport aussi est dans l'ADN et ça explique la journée très chargée et aussi la motivation pour garder l'énergie jusqu'à maintenant. Donc, sans trop tarder, je vais lui donner la parole. Alors, je vous demande juste de préparer vos questions parce qu'il y a beaucoup de choses que M. Antonio va présenter, mais je compte sur vous pour aller le challenger encore plus, lui donner encore plus d'idées d'innover et de lancer des business au Maroc, pourquoi pas très prochainement. Donc voilà, je vous donne la parole, M. Gozzi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, salam alaikum, bonsoir. Je réfléchis beaucoup sur quoi vous dire, parce que vous êtes à la fin de la journée. Vous êtes probablement fatigué de tout le travail que vous avez fait dans cette magnifique structure. Et alors, je pense de faire deux réflexions avec vous. Une, un peu de présentation du groupe Differco, mais très vite, parce que m'intéresse de me concentrer sur autre chose. Mais avant de parler de nous, laissez-moi dire que je suis resté impressionné pour la structure dans laquelle vous étudiez et vous travaillez. Je disais 5 minutes avant à mes amis marocains que vous devez être très fiers d'avoir à disposition une structure pareille, que selon moi, c'est unique en Afrique. Et pour ce que j'ai vu aujourd'hui, une des plus modernes et plus importantes du monde. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans votre classe, vous devez être consciente, pour utiliser une métaphore de football, comme si vous mettez le maillot du Manchester United au C'est-à-dire que vous devez être vraiment fier de l'occasion que vous avez et qui probablement pour vous va changer votre vie et vous mettre en condition de participer à l'évolution du monde de manière compétente, intelligente, sérieuse, dans le sens que tout le boulot, tout le travail que vous faites ici, c'est comme un grand gym, une grande gymnastique pour ce que vous devez faire après l'université. J'ai fait cette introduction pas pour faire de la rhétorique, parce que je suis vraiment impressionné de ce que j'ai vu dans cette belle journée à la Mohamed VI Polytechnique. Alors, Differco. Differco, c'est un groupe international diversifié. Notre naissance vient d'un employé d'une industrie sidérurgique d'État qui était responsable de la vente de produits d'acier italienne dans l'Amérique du Nord, qui à 35 ans, il décide qu'il y a assez de vivre comme employé, comme dirigeant, comme
un employé d'une industrie d'État et il décide de vivre l'aventure de créer sa propre entreprise. Et avec 4 personnes, va à São Paulo du Brésil et décide d'ouvrir une boîte de trading d'acier. Il avait une connaissance importante des produits et des marchés nord et sud-américains et il décide de se dans cette aventure. On est dans 1979. En 15 ans, Duferco devient la première trading company privée d'acier du monde. On s'installe en 54 pays. Et quel est le métier? Le métier d'acheter du producteur de l'acier et le vendre à les utilisateurs. Ça, c'est la première phase de la vie de Duferco. J'arrive, parce que c'est mon oncle, l'employé qui vivait à São Paulo, qui décide de construire cette boîte. J'arrive 95, quand le fondateur de la boîte, qui, comme tous les traders, est très sensitif et toujours énervé, parce que qui vivent le marché de jour par jour, vivent dans un environnement volatile qui change continuellement. Il décide que l'activité du trading, qui est basée sur des asymétries informatives, qu'est-ce que signifie des asymétries informatives? Que les sujets qui sont sur le côté de la demande n'ont pas toutes les informations des sujets qui sont du côté de l'offre. Et dans cette opacité, dans cette asymétrie informative, les économistes l'appellent comme ça, il y a la création du valeur du trade. Dans l'année 95, c'est le début de Internet Era. Et Internet Era, avec la transparence, la diffusion totale des informations, comme dire, va détruire, va couper cette asymétrie d'information. Et lui décide que le business model traditionnel du trading avec Internet est fini. Et décide de changer le modèle de business de la société. Pour faire quoi? Pour prolonger la chaîne du valeur en essayant de développer de l'upstream à le trading et de downstream à le trading. C'est de se verticaliser comme en essayant d'acheter des activités industrielles. Tu peux permettre au trading d'avoir un captive market pour la vente de l'acier et pour avoir un captive market pour vendre les matières premières qui sont nécessaires pour produire de l'acier. Dans ce moment-là, il m'appelle. J'étais très jeune, j'étais un professeur de l'UNIF, j'étais très content du métier que je faisais à l'UNIF, et ils me disent, qu'est-ce que tu fais là? La famille a besoin de toi, la boîte est à la hausse, on a besoin d'énergie et d'une vision économique, on est en train de se diversifier, de passer du trading à l'industrie, puis un professeur d'économie industrielle vient et participe à cette aventure. Bien, c'est la deuxième phase de Duferco, qui c'est une phase d'industrialisation. Nous n'avons pas l'argent pour acheter des usines top. Qu'est-ce qu'on fait? On va acheter des undervalue assets, c'est-à-dire des usines qui étaient un peu abandonnées,
pas en bonne santé, on fait des turnaround stratégies et on essaie de les remettre sur le marché. On utilise toute notre connaissance du réseau économique, des clients, des producteurs pour faire ce type de boulot. Et ça marche. Ça marche parce que dans le 2004, c'est-à-dire 20 ans d'aujourd'hui, avec 7,5 millions de tonnes de production par an, nous sommes le 34e producteur du monde. C'est pas mal. On est en Italie, aux États-Unis, en Belgique, en Russie, en Tchéquie, en Afrique du Sud, en Macédoine. C'est-à-dire on maintient le profil international global de Duferco, qui même aujourd'hui, quand le modèle de business est changé de nouveau, on arrive à qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, donne à nous une culture globale et donne à nous la possibilité de voir le monde en manière large, en essayant de comprendre les cultures des autres. Et ça, c'est un élément culturel sur lequel je voudrais revenir après, parce que la culture qui représente, comment dire, la ressource de base de notre entreprise, c'est une culture globale, un peu métisse. Qu'est-ce que ça signifie un peu métisse? Et c'est un mélange de différentes cultures qui ça viennent du métier du trading. Le marchand doit comprendre son client, doit comprendre les cultures de son client, s'il veut faire des affaires, s'il veut faire du business. Et nous, on est resté, comment dire, imprimé de cette culture. Eh bien, fin de première décennie de 2000, on décide que la taille de la production d'acier est trop grande pour une famille, parce que 7 millions d'acier produits, ça signifie du working capital gigantesque, de la volatilité dans les besoins financiers de l'entreprise énorme, qui ne sont pas, comment dire, propres pour consistants avec la force de la famille. Et alors, on va vendre la partie plus grande de la production d'acier à des Russes, à des Américains, à des partenaires qu'on a eus dans notre vie sidérurgique. Et on avait la possibilité de prendre tout l'argent et d'aller en vacances les Bahamas, ou, pour la maladie mentale qui est de tous les entrepreneurs, de continuer à travailler, à faire du business. Ce qui est passé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Duferco? C'est un groupe diversifié, international diversifié, qui a un fonds propre assez important parce qu'on est autour de 2 milliards de dollars aujourd'hui, qui a un chiffre d'affaires très grand, qui est un peu volatile parce qu'on vend beaucoup d'énergie, alors ça dépend du prix de l'énergie, et qui est engagé dans 4 secteurs de base. Le style est resté à partie de la production d'acier. On est les premiers producteurs italiens de poutrelles pour construction, le 4e européen. Et on a un peu d'activité industrielle, sidérurgique, encore en France, en Danemark, en Belgique. Mais la concentration plus importante est en Italie, et on produit acier presque vert. Puis je reviens à ça, parce qu'on a une production d'acier, pas avec le charbon, mais avec les fours électriques. La production, c'est électrifiée, c'est-à-dire c'est pratiquement décarbonisé. Hein? Ou décarboné, comme dit le français. Décarbonisé, c'est une tradition italienne. Puis on a beaucoup d'énergie,
qu'est-ce qu'on fait dans l'énergie? On a deux plateformes de trading, du gaz naturel et de l'électricité, de power. Une la plus grande en Suisse et l'autre en Italie, à laquelle on a consacré, à la structure, à la plateforme italienne, a consacré toute la Méditerranée. On a ouvert une boîte à Grèce, on a ouvert une boîte à Madrid et on essaye de développer des activités dans les pays comme le Maroc, la Tunisie. Et puis, on a le troisième pilier de notre business, c'est le shipping, c'est-à-dire c'est le transport maritime. Nous sommes, pour exemple, nous transportons beaucoup de phosphate de OCP. On a des fournisseurs de transport maritime de OCP. Et puis, on a mis une quatrième zone qui c'est l'innovation, parce que via du faire engineering, on essaie, et des analystes qui sont à Lugano en Suisse, qui travaillent sur l'analyse des databases, des grandes databases, on travaille en envisageant l'intelligence artificielle et la gestion de big data qui vient des informations du secteur dans lequel on est, c'est-à-dire l'acier, l'énergie et le shipping. Et ça, c'est un donné formidable, non? Parce que mettre ensemble la connaissance et les informations qui viennent de ces trois domaines, ce n'est pas évident. C'est une chose assez importante. Les chiffres, je le dis, sont très importants. On est presque à 2 milliards de dollars de fonds propres. On a fait un grand profit dans les dernières années avec l'explosion du prix de l'énergie. Et l'année passée, on a eu un chiffre d'affaires de 27 milliards de dollars, que c'est énorme. Mais si je fais un peu de nettoyage de ce chiffre d'affaires, c'est-à-dire en essayant de dépurer ça de marge du prix de l'énergie, je laisse seulement le marge de la vente d'énergie, et puis j'ajoute le chiffre d'affaires de l'industrie, le chiffre d'affaires du shipping, grosso modo, le chiffre d'affaires de Duferco est à peu près autour de 3 milliards de dollars. Quand même, c'est un chiffre d'affaires important. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, j'ai 70 ans. La succession dans la famille est faite, dans le sens que ma fille et mon fils sont déjà à la tête du système de Ferco. Et depuis des années, j'ai la liberté de me couper de la communauté industrielle italienne. En particulier, je suis le président de l'association des sidérurgistes italiens et je suis le président de les 100 premières entreprises énergivores italiennes, qui ne sont pas seulement des sidérurgistes, mais sont des gens de la chimie, des gens du ciment, des gens du papier, des gens du verre, c'est-à-dire tous ceux qui ont des processus industriels avec une haute consommation d'énergie, préalablement d'énergie électrique. Okay? Parce que la maîtrise du coût de l'énergie électrique en Europe, c'est un des éléments clés de la compétitivité. Parce que vis-à-vis, pour exemple, du prix de l'énergie aux États-Unis, les Européennes, ils payent 3 fois plus. 3 fois plus, minimum. Et vous imaginez qu'est-ce que ça signifie du point de vue de la compétition entre un système très compétitif et un système qui doit payer beaucoup l'énergie. Alors, en plus, et c'est ça que je veux, sur lequel je veux rester un peu avec vous, en plus, l'Organisation des industriels italiennes m'a confié la responsabilité du plan Mattei. Qu'est-ce que c'est le plan Mattei? Qui est Mattei et qu'est-ce que c'est le plan Mattei? Alors, Enrico Mattei a été le PDG
d'Eni dans les années 60. Eni, c'est la grande entreprise d'État qui s'occupe de gaz et de pétrole. Un colosse mondial. Qu'est-ce qu'a fait, quelle est la raison pour laquelle Mattei est devenu si important? Il est aussi mort sur cette histoire. Il a changé complètement les règles du jeu de la relation entre les pays qui achètent du pétrole et les pays qui le produisent. Dans les années 60, le modèle de business était que les grandes compagnies américaines, anglaises, françaises, hollandais du pétrole, Exxon, BP, Total, Shell, à les pays qui produisaient du pétrole payaient un petit royalties. C'est-à-dire, si le baril de pétrole avait une valeur de $10, la royalty était de 50 centimes. OK? Mattei a changé les règles du jeu, en Algérie préalablement, et puis même en Égypte, même en Libye, et a établi une règle pour laquelle l'entreprise italienne arrivée en Libye ou en Algérie pour développer des gisements de pétrole faisait les investissements et avait seulement le 50% de revenus du pétrole. Le reste du 50% était laissé aux pays propriétaires des gisements. Une révolution totale. Une révolution totale qui a changé totalement la relation entre les producteurs et les grandes compagnies acheteurs. Naturellement, une bagarre terrible avec les compagnies, parce qu'ils disaient que c'était un fou, c'était un changement radical, cette loi. Il est mort dans une situation, dans une circonstance un peu mystérieuse, parce que son avion est tombé en atterrissant à Milan le soir, et on n'a jamais compris s'il y a été un accident, ou si quelqu'un a fait quelque chose pour provoquer l'accident. Mais cette figure d'Enrico Mattei est restée comme dire, un symbole de type de relation avec le pays, dans cette question-là, du Nord d'Afrique, très important. J'étais à Alger, à un séminaire sur l'énergie, un an avant, et je suis resté étonné parce que la pipeline entre Algérie, Tunisie, Italie, qui amène le gaz de l'Algérie en Italie, qui nous continuons à appeler Transmed, ça s'appelle comme ça, les Algériens le définissent gazoduc Enrico Mattei. Parce qu'il rappelle ce changement. Alors, le gouvernement italien, dans un cadre dans lequel l'Italie veut jouer un rôle important dans la Méditerranée, et en particulier un rôle important dans la coopération entre le nord de la Méditerranée et le sud de la Méditerranée, a décidé de lancer un programme de coopération avec les pays de l'Afrique, 9 pays pour l'instant, dans lequel le Maroc est un des pays concernés, et a décidé d'appeler ce programme Plan Enrico Mattei. Alors, quelle est la question? Quelles sont les questions fondamentales? La première est de comprendre où on est. Et alors, si
les Européennes, et notamment les Italiennes, finalement, décident d'être plus les premiers de la classe et de dire à tout le monde qu'est-ce qu'il doit faire, on doit reconnaître que l'Europe est déclinante et l'Afrique est en puissance. Et le futur, c'est vôtre, pas des Européens. Les Européens ont vieilli, les Européens perdent la partie plus importante de son industrie automotive. Vous avez vu qu'est-ce que ça passe en Allemagne, non? Imaginez-vous la fermeture des 3 usines de Volkswagen en Allemagne. Choc terrible, non? Avec 30 000 personnes qui sont sur les carreaux. Alors, quand même, l'Europe peut, établir des relations avec des pays comme le Maroc, qui doit être basé sur un format équitable. Alors, c'est facile de le dire, c'est beaucoup plus complexe de le faire. Et le boulot qu'on essaye de faire est d'établir quelles sont les règles pour une coopération équitable. Je voudrais faire quelques exemples pour voir s'il est possible coopérer dans une mesure que ce ne soit pas opportuniste, c'est-à-dire instantané et puis avec des disparitions, long terme de relations avant tout. Et pourquoi faire? Alors, l'Afrique, le Maroc notamment, c'est un pays de jeunes. L'Europe, c'est un continent de vieux. Les vieux sont un peu plus riches des jeunes, mais ils ont une grande fatigue à concevoir une perspective. Parce que ça ne rentre pas dans la dimension des vieux d'imaginer le futur. Ce sont les jeunes qui imaginent le futur. OK? Alors, une des pistes possibles est la coopération industrielle. En Europe, en Italie notamment, il y a du know-how industriel. L'Italie, c'est un grand pays industriel. C'est le deuxième pays industriel d'Europe, avec un modèle de business beaucoup plus équilibré du modèle industriel allemand. Pourquoi? Je vous explique. L'Allemagne est concentrée sur grandes entreprises dans certains secteurs, automotive, chimie et des autres. Quand ces grands secteurs vont en crise, et c'est le moment d'aujourd'hui, l'économie allemande est en crise. La manufacture industrielle italienne, qui c'est la deuxième manufacture industrielle européenne après l'Allemagne, c'est beaucoup plus diversifié. Quels sont les secteurs concernés pour la manufacture italienne? Mécanique et mécatronique. On est fournisseur de l'automotive allemande. Et là, même nous, on ressent la crise de l'automotive. Pharmaceutique, très important les pharmaceutiques italiennes. Food, en Italie, l'agroalimentaire et l'industrie du food est une des premières du monde, probablement la première du monde. Fashion. Les Italiennes sont les sous-traitants du fashion français. C'est-à-dire tout le fashion qui est produit, tout le fashion qui est vendu pour les Français, avec des brands français, est réalisé dans des usines artisanales, digitales, italiennes. L'industrie des mobiles, énormément importante même en Italie. Alors, et des autres secteurs. Imaginez-vous que dans la classification
que World Trade Organization, l'organisation du commerce mondial, donne pour les 2200 produits principaux, classifiés comme... L'Italie est premier au monde dans plus de 1000 de cette niche. Et la structure industrielle si diversifiée de la manufacture italienne est faite pas d'énormes entreprises, mais d'entreprises familiales de moyenne petite taille. Pourquoi je souligne cet aspect-là? Parce que la coopération industrielle avec un pays comme le Maroc, qui va de plus en plus à s'industrialiser et de plus en plus à développer une classe d'entrepreneurs qui ont l'ambition d'ouvrir la boîte, est beaucoup plus facile dans la relation con la dimension petite moyenne de notre entreprise qu'avec les grandes entreprises. Première considération. Deuxième considération. Il y aura dans les prochaines années des activités de reshoring. Qu'est-ce que ça signifie, ce mot? Qu'est-ce que ça signifie, reshoring? L'industrie italienne, mais pas seulement l'industrie italienne, a décentré en Asie beaucoup de morceaux de sa supply chain. Le Covid en premier, et puis la crise du passage dans le canal, a mis en crise cette supply chain si longue vers l'Asie. Et alors la question que nous, comme industriels italiennes, on se pose est, mais quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas installer cette usine qu'on avait mis en Asie dans des pays méditerranéens qui sont en croissance et qui vivent des processus d'industrialisation. Le Maroc est un de ces pays. La Tunisie, c'est une autre de ces pays. L'Égypte, c'est une autre de ces pays. Alors là, c'est un terrain de coopération très important parce que il y a des jeunes, main-d'œuvre jeunes, intelligents, compétents à disposition. Peut-être qu'un parti de ces jeunes-là vient à passer des périodes d'activité professionnelle chez nous. Peut-être que des gens chez nous viennent ici à passer du temps. Et la relation qu'on a essayé d'établir, pour exemple, entre l'université de Mohamed VI, l'université de Gênes, de Polytechnique italienne, a comme cible l'échange culturel des jeunes générations. Parce que la façon meilleure pour faire du business ensemble, c'est se connaître, se comprendre la culture, la respecter et travailler ensemble. Ça, c'est la piste que nous, on essaye de mettre en place, pas seulement avec le Maroc, mais même avec le Maroc. On s'occupe d'énergie renouvelable. Vous avez beaucoup de soleil et beaucoup d'espace pour lesquels c'est possible réaliser des installations d'énergie renouvelable importantes. Cette énergie-là, avant tout, doit être vendue en Maroc pour répondre à la demande d'énergie électrique sûrement à la hausse dans les prochaines années en Maroc, parce que le processus d'industrialisation d'un côté et l'amélioration des conditions de vie de l'autre côté pose une question d'énergie électrique énorme. Les data centers d'utilisation de l'intelligence artificielle fera exploser la consommation d'électricité. Et alors, un pays comme le Maroc, qui a d'un côté la possibilité d'installer une grande quantité d'énergie renouvelable, et de l'autre côté, grâce au fait que vous êtes
vous avez la disponibilité d'uranium. Développer le nucléaire ici, avec une combinaison formidable, parce que le soleil et le vent ne couvrent pas tout le temps de besoin d'énergie. On a besoin de baseload, c'est-à-dire on a besoin de livrer à l'industrie, à les hôpitaux, de l'énergie électrique, même quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, et le nucléaire, dans un monde décarboné, c'est le baseload le meilleur. Vous avez une grande chance d'avoir une base de production d'électricité si équilibrée et si à bon marché. Parce que vous avez une isolation qui en Europe n'existe pas, et vous avez la chance de voir de l'uranium à disposition pour vous. Nous pouvons apporter notre expertise sur la réalisation de réseaux électriques, des installations renouvelables, etc. La deuxième chose est voir si, dans le développement industriel de votre pays, il y a de l'espace pour des joint ventures, pour des coopérations italo-marocaines dans différents endroits industriels dans lesquels il y a la possibilité de travailler ensemble. Je suis ravi et fier du fait que, en 10 ans avant, quand j'ai lancé dans mon groupe l'idée qu'on se devait occuper de la Méditerranée et des pays du nord d'Afrique, il y a eu des réactions sceptiques. Après 10 ans, tout le monde me donne raison. Mais la grande question est que, ok, je peux avoir la satisfaction de quelqu'un qui me donne raison après 10 ans, mais le problème est de transformer les idées en projets et les projets en réalisation. Ça, c'est le métier de l'entrepreneur. Et nous, on veut le faire même au Maroc. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier, pour cette intervention et pour la vision qui a été partagée et surtout pour votre intérêt pour le Maroc. Ça nous laisse commencer à rêver un peu à comment créer plus de relations. Je veux juste rappeler que le groupe l'année dernière, il a fait, je vais le dire sincèrement, les mains et les pieds pour que nos étudiants commencent à travailler avec eux en Italie. Je pense que vous connaissez les deux qui sont partis, surtout le programme ESMA, Youssef et Kingid. Et on est encore en train de travailler sur d'autres étudiants qui vont partir cette année, d'où la qualité du profil qui ont participé à cette mission-là. Et donc, on continue de travailler dans ce sens. Et pour continuer la discussion, je vais ouvrir le bal avec des questions. Qui souhaitent poser des questions? J'imagine de tout ordre, que ce soit au niveau de l'entreprise, de la vision, des carrières, de la Méditerranée, de l'Afrique, tout ce que vous souhaitez poser comme question à M. Gauthier. À 50 ans d'expérience, à beaucoup d'expérience dans différents domaines. Donc, qui veut commencer le bal? Alors, tout d'abord, je vous remercie pour votre présence ici et votre emplacement. Je souhaite aussi de vous remercier à votre présence enrichissante à propos de votre groupe. Ma question, c'est, vous avez mentionné que vous produisez des gigawatts à partir des énergies renouvelables. La question, c'est quel type d'énergie renouvelable vous concentrez sur, selon votre environnement d'habitant? Quelle est la raison pour laquelle on se concentre sur l'énergie renouvelable? Non, quel type d'énergie renouvelable? Solaire, éolien. Ah, ok. Excusez-moi, je ne comprenais pas. Alors, nous, on est concentré préalablement sur le photovoltaïque, dans le sens que les installations que le groupe a fait pour sa consommation, c'est surtout photovoltaïque. On a développé des installations hydroélectriques,
des petites centrales hydroélectriques en Italie et en Albanie. On a fait des investissements assez importants en Albanie. Si on va faire une acquisition sur laquelle on travaille depuis des mois et des mois, on devient le premier opérateur italien sur l'hydroélectrique en Albanie. Sur les éoliennes, on commence à faire quelque chose, mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas grande expérience. On a travaillé sur la biomasse. Et je suis très intéressé, pour exemple, pour acheter des installations de biométhane. Qu'est-ce que c'est le biométhane? C'est le biogaz upgradé à devenir biométhane, parce que le seul scope 1 qui nous reste dans notre industrie sidérurgique, vous savez, alors que la loi européenne définit le scope 1, les émissions de CO2 directes de votre processus. Alors, étant donné que nous faisons l'acier avec le four électrique et l'électricité, on a des émissions directes de CO2 très basses vis-à-vis de ceux qui produisent l'acier avec le charbon et les autres fourneaux. Mais quand même, on a une partie de notre cycle de production, que c'est le four de réchauffage de la baignoire, dans lequel on utilise encore du gaz naturel avec un peu d'émission de CO2. Alors, on essaye d'améliorer le footprint carbonique même de cette partie de notre processus en utilisant un blend, un mix gaz naturel et biométhane qui est en zéro émission parce que ça vient de déchets animaux ou de déchets verts, ou de l'hydrogène. Sur l'hydrogène, on a toujours aujourd'hui le problème du coût de production de l'hydrogène, que ça reste très élevé. Mais même ici, on a fait aujourd'hui un passage à l'équipe qui a Mohamed Soufiane travaille sur l'hydrogène et nous explique qu'il essaye de suivre toutes les pistes capables de baisser le prix de revient de l'hydrogène, quelque chose qu'aujourd'hui n'est pas à l'aise pour le système industriel. Ça, ce sont la photo de notre intérêt sur les activités renouvelables. On a gagné un concours public dans une de nos usines, la plus à sud en Italie, en Sicile. On a gagné une bid public Hydrogen Valley et on va produire avec des électrolysateurs alimentés pour les panneaux photovoltaïques de l'usine un peu d'hydrogène qui sera vendu à les autobus de deux villes à côté de notre usine Catania et Palermo. Ils ont acheté des autobus à hydrogène, mais qui n'ont pas d'hydrogène. Alors, on arrive à nous, mais on produit 100 tonnes d'hydrogène par an, pas grand-chose. Bonjour. Premièrement, je vous remercie pour cette présentation, votre temps aussi. Ma question, c'est concernant la production d'électricité en Italie. Comme vous avez dit que la production de l'électricité en Italie est 3 fois plus chère que les autres. Est-ce qu'on peut avoir pourquoi c'est plus cher 3 fois? C'est 3 fois, c'est énorme, je pense. Est-ce qu'on peut avoir la raison pourquoi? C'est une belle question, qui naturellement c'est la question que les industriels italiennes, et notamment les énergivores, se posent. Ça dépend de deux questions fondamentales. La première, c'est le modèle de production de l'électricité. Le modèle de production de l'électricité en Italie est basé sur la technologie du turbogaz. Et alors, pour exemple, dans les moments comme la crise Ukraine-Russie, dans lequel le gaz russe n'est plus arrivé en Europe, les prix du gaz sont explosés. Et là,
ça revient immédiatement sur le kilowattheure. La deuxième raison, c'est une raison de règlement public. Parce qu'on met sur le dos des familles et des entreprises italiennes des charges qui seraient plus justes de mettre sur la fiscalité générale. Je donne vous cet exemple. On a donné des incitants énormes en Italie pour l'installation d'énergie renouvelable. À partir du 2006 jusqu'à le 2030, le montant global des incitants qui a été donné à les entrepreneurs qui ont installé du photovoltaïque ou des éoliennes viennent à 250 milliards d'euros. Une charge par an à peu près de 10-12 milliards d'euros tous les années. Et ça tombe sur le prix de l'énergie. Les Français, ils ont eu la chance de définir la stratégie énergétique sur le nucléaire depuis 50 ans et aujourd'hui réjouis de ce choix à l'époque. Les Allemands, ils ont la puissance du vent du mer du Nord énorme. Imaginez-vous que les éoliennes du mer du Nord de l'Allemagne ont aujourd'hui 4200 heures dans la composition, pas une seule installation. Mais si vous mettez ensemble toutes les installations éoliennes du mer du Nord, vous arrivez presque à un baseload, parce que 4000 heures, vous imaginez, les photovoltaïques en Italie, c'est 1400 heures. Non? Alors, dans certains moments, c'est tellement important l'énergie électrique produite par les installations éoliennes du mer du Nord en Allemagne que le prix en Allemagne devient négatif. C'est-à-dire, il y a une offre qui dépasse largement la demande et le prix devient négatif. Quand le prix devient négatif, la moyenne du prix à la fin de l'année est plus basse, naturellement, non. Ça, c'est un peu la raison pour laquelle... Et c'est un défi pour nous. Comme on fait face à ce défi, mais le gouvernement italien intervient avec toute une série de mesures qui soulagent un peu les coûts de l'énergie, surtout pour les industries électro-intensives, mais quand même, ça reste un coût plus élevé. Quelle a été la réaction de l'industrie italienne, en particulier de l'énergie énergivore? On essaye d'être très efficient sur la consommation énergétique, la réduisant le plus possible. Quand le bien est cher, vous essayez de l'utiliser le moins possible. C'est-à-dire que vous mettez en place toute une série d'améliorations de l'efficacité et de l'efficience des processus industriels. De l'autre côté, les énergivores italiennes font énormément des investissements renouvelables pour essayer d'être de plus en plus moins dépendants du gaz et avoir un prix à long terme plus stable de l'énergie. La troisième chose qu'on est en train de faire est de réaliser des contrats à long terme avec la France pour acheter de l'énergie nucléaire. Les Français, ils ont terminé la première phase du revamping des centrales nucléaires qui avaient 50 ans et qui devaient être toutes mises au jour, renouvelées. Et aujourd'hui, l'efficience, nouvelle efficience de cette centrale pousse énormément sur l'offre d'énergie électrique en France. Et les Français, ils essayent de vendre, d'exporter cette énergie électrique, et nous sommes là pour l'acheter. Naturellement, on discute sur le prix, mais il y a la possibilité. L'énergie nucléaire achetée en France est très intéressante parce que c'est décarboné, naturellement. Et dans la mesure dans laquelle nous, on veut arriver à net zéro d'émissions
de CO2, l'énergie nucléaire, c'est bienvenu. Bonsoir monsieur, et j'aimerais tout d'abord vous remercier pour votre belle présentation. Et ma question porte sur l'hydrogène vert. Bon, vous avez mentionné l'hydrogène. Et j'aimerais savoir comment envisagez-vous la stratégie méditerranéenne du FERCO pour créer une chaîne de valeur entre l'Afrique qui est riche en énergie solaire et l'Europe qui est en quête de solutions bas carbone. Merci. Je suis plutôt sceptique sur la production de l'hydrogène vert en Europe, parce que ça reste cher. J'envisage la coopération entre Italie, je parle de mon pays, Maroc, Libye, Algérie, Tunisie, parce que dans ces pays-là, dans lesquels l'insolation c'est beaucoup plus important que dans les pays européens, avec le même investissement, vous produisez les doubles d'énergie électrique. Mais là, ça devient un peu moins cher, la production d'hydrogène. L'hydrogène, c'est une bête difficile à traiter, parce que c'est difficile de le stocker, c'est difficile de le transporter, c'est-à-dire, c'est pas évident. Mais dans la mesure dans laquelle vous arrivez, je dis toujours, ne me prenez pas pour une ennemie de l'hydrogène, hein, mais j'essaie d'être rationnel, de voir les choses comme ils sont. Alors, pour produire de l'hydrogène, vous utilisez les deux ressources les plus précieuses et chères. L'énergie verte et l'eau. Et vous mettez de l'énergie verte dans une machine, l'électrolysateur, qui a un rendement de 50%. Alors, quelle est la raison pour laquelle je dois mettre dans une machine qui a un rendement de 50% de l'énergie si précieuse? J'ai un four électrique, si j'ai de l'énergie électrique verte, je le mets dans mon four électrique directement, qui a un rendement de 90%. Vous comprenez? Alors, si vous me dites qu'en Europe, on peut attacher des électrolysateurs à des centrales nucléaires, c'est une autre chose. Et probablement, comme dire, le futur de l'hydrogène européen, c'est lié d'un côté à le nucléaire français, d'attacher les électrolysateurs à une livraison d'énergie électrique nucléaire, d'un côté, et de l'autre côté, comme il avait dans la tête les Allemands, à mettre de l'électrolysateur sur les plages du mer du Nord. Puis ils ont découvert que la consommation est dans le sud de l'Allemagne. Et alors, il doit réaliser des réseaux pour transporter l'hydrogène du nord de l'Allemagne au sud où on est utilisé. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, monsieur, pour votre présentation. Je me présente, je suis Luc Taboba, je suis étudiant en deuxième master ingénierie électrique pour les énergies renouvelables et les réseaux intelligents. Et je suis particulièrement intéressé par les activités de l'IFERCO, notamment dans les domaines de production d'acier, mais aussi dans les domaines d'énergie. Et étant originaire de la République démocratique du Congo, un pays avec des potentiels, un pays avec des potentiels énormes, et notamment un gisement de fer qui est très nécessaire et capital pour la production de l'acier. Et je trouve que c'est un potentiel à exploiter. Et de plus, étant dans le domaine d'énergie, étudiant dans le domaine d'énergie, je suis conscient du déficit énergétique auquel fait face notre pays, la République démocratique du Congo, bien sûr, avec l'un des pays disposant d'un taux d'électrification très bas, en moyenne 19% en zone urbaine et zone rurale. Et je trouve que ça, c'est une opportunité, c'est une occasion de trouver des collaborations bilatérales, notamment pour l'expansion de l'entreprise de FERCO, mais aussi pour l'amélioration de la qualité de vie des pays. Donc,
des gens qui viennent du Congo. Et c'est dans ce sens-là que je voulais savoir si l'entreprise du FERCO envisage son expansion dans des pays disposant de ressources énormes comme la République démocratique du Congo pour un avenir plus prospère et durable, et que ce soit pour les pays et aussi pour l'entreprise du FERCO. Merci beaucoup. Alors, vous savez que la sidérurgie congolaise, qui aujourd'hui est à l'arrêt, est dans la forêt sans électricité, parce que le barrage, comme ça s'appelle le grand barrage Inga, ne donne pas encore l'électricité qu'il faut, et il y a peu de mitraille. Vous savez que c'est la sidérurgie italienne qui a bâti cette sidérurgie congolaise à Maluku. Et si vous allez là, j'ai été, il y a encore des gardiennes, parce que l'usine est à l'arrêt. Personne ne plus travaille à Maluku, mais il y a une dizaine de personnes qui habitent à côté de l'usine, qui sont les gardiens de l'usine, qui sont de vos compatriotes, qui parlent tout parfaitement italien, parce que ce sont les Italiens qui ont bâti, désormais c'est plus de 60 ans avant cette sidérurgie, que l'État congolais il essaye de relancer toujours, mais qu'il n'arrive pas à relancer parce qu'il y a cette manque d'électricité d'un côté et de mitraille de l'autre côté. Du point de vue du minerai de fer, la partie ouest du Congo, Katanga, Lubumbashi, est très riche. Il y a des montagnes de minerai de fer. Le problème, c'est un problème de logistique. Parce qu'il n'y a pas de chemin de fer et le port le plus proche à ce potentiel gisement de minerai de fer, c'est à 1000 km, 1200 km dans la partie de l'océan Indien. Alors, votre pays, c'est un pays pas facile pour l'investissement étranger, vous le savez. Il y a une situation politique instable, il y a un niveau de corruption très élevé et l'investisseur étranger est toujours un peu prudent, même si la richesse naturelle de votre pays, qui est plus grande que l'Europe, parce que le Congo, la République démocratique du Congo, a une taille, une dimension du pays plus grande que l'Europe, avec toute la richesse de... Non. Vous avez comme jeune Congolaise une grande responsabilité, parce que vous devez essayer de changer le pays, de le rendre plus crédible au niveau international, de favoriser l'investissement étranger avec une structure administrative correcte, transparente, compétente. Ça, c'est votre défi. Dans la mesure dans laquelle vous arrivez à maîtriser cette situation, à changer le pays, vous êtes le pays plus riche du monde, pas de l'Afrique, du monde. Alors, bonjour, je vous remercie de votre présentation. Alors, ma question, c'est quels sont les processus que vous utilisez pour production d'acier dans votre... C'est la filière électrique. C'est la filière électrique. Vous connaissez qu'il y a deux moyens de technologie pour la production de l'acier. Une, c'est la technologie traditionnelle, qui on définit le cycle du matériau, c'est-à-dire d'un côté minerai de fer, de l'autre côté charbon. Le charbon dans les coqueries devient charbon coque. Le minerai, dans le pelletage, c'est découvert des parties de pureté. C'est pellet, 60%, 64% de métallisation, et le carbone coque sont mis dans le haut fourneau pour produire de la fonte. La fonte, ce n'est pas encore acier, parce que tout le charbon rentre dans la fonte, la rend dure et fragile. Alors la fonte est mise dans une machine qui s'appelle convertisseur, dans laquelle vous réduisez la présence de charbon dans la fonte
monte et finalement vous avez, avec de l'oxygène, et finalement vous avez l'acier. Ça, c'est la façon traditionnelle de faire de l'acier qui est très polluant du point de vue de déchets et des émissions des machines, soit de l'agglomération qui traite le minerai de fer, soit de la coquerie qui traite le charbon, soit de notre fourneau qui émettent beaucoup de CO2. Un capex gigantesque, parce que les usines traditionnelles sont gigantesques et ont beaucoup de machines très chères. La production que nous faisons avec les fours électriques, c'est beaucoup plus simple et s'inscrit parfaitement d'un côté dans une sidérurgie décarbonée, parce que vous êtes électrifié, vous n'avez pas d'émission de CO2 dans votre processus. De l'autre côté, vous mettez en place une machine d'économie circulaire la plus grande. Imaginez-vous qu'en Italie, on recycle tous les années 24 millions de tonnes de mitraille pour faire l'acier dans notre usine. Et c'est la plus grande machine d'économie circulaire qui existe en Europe. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation enrichissante. Étant donné l'importance croissante de la digitalisation de l'industrie, pourriez-vous nous expliquer comment et dans quel domaine votre entreprise intègre une transformation pour optimiser ses opérations et améliorer son efficacité énergétique? Puisque mon background est lié directement au volet digitalisation. Merci. Les deux transitions de l'industrie à niveau mondial sont jouées d'un côté sur la transition énergétique pour arriver à des productions à zéro émission de CO2 et de l'autre côté de la transition digitale. Je vous fais un exemple dans mon industrie pour vous faire comprendre qu'est-ce que j'ai dans la tête quand on parle de digitalisation. Nous, on a réalisé dans les dernières 2-3 ans le rêve de notre vie qui était de mettre un grand laminoir à poutrelle moderne à Brescia où on avait l'usine de production de l'acier. C'est-à-dire, le rêve était de verticaliser la production de l'acier dans un laminoir puissant. On l'a fait. On a réalisé le plus grand laminoir à poutrelle d'Europe, avec un investissement remarquable. Sur la ligne de cette laminoire, il y a 12 500, 13 000 senseurs qui alimentent un gigantesque database avec toutes les données de la production, température, épaisseur, largeur, etc., qui vont à construire un database très important qui finit dans un algorithme d'intelligence artificielle. Ça, c'est un exemple de digitalisation dans l'industrie sidérurgique. C'est-à-dire le laminoir, dans 2-3 ans, sera un laminoir totalement maîtrisé pour l'IA, pour les algorithmes de l'intelligence artificielle. Tous les processus industriels, ils sont susceptibles de digitalisation. Si on veut faire face à la compétition internationale et redonner compétitivité à l'industrie européenne, c'est mandatoire avoir, comme on dit les Américains, mandatory, la digitalisation des processus industriels. Et ouverte à accueillir les stagiaires dans ce volet. Très volontiers. On est tout à fait disponible, même parce que les boulots, quand on parle d'intelligence artificielle, on fait toujours un peu de légende, non? Parce qu'il semble magique. En réalité, les préalables pour utiliser de l'intelligence artificielle, c'est construire, ordonner, travailler sur les données et avoir une classification, une ordination des données, qui c'est un boulot très, très,
très lourde. Si vous ne faites pas ça, alors, cette activité, c'est une activité qualifiée du point de vue des compétences, sur laquelle les jeunes ils travaillent très bien, avec une vitesse d'intelligence qui est remarquable. Nous, porte ouverte pour coopération et collaboration des stagiaires qui viennent de Mohamed Swazienne pour travailler avec nous sur notre processus de digitalisation. Bonjour, nous sommes ravis de vous rencontrer aujourd'hui. Ma question c'est, on sait que votre groupe a une longue histoire avec l'industrie de l'acier et récemment il su s'étendre à une autre industrie, comment on peut dire, à des secteurs comme les énergies renouvelables et la logistique. Alors, quels sont les défis que vous avez rencontrés lors de cette transition? En gros, merci. Je devrais rester avec vous toute la nuit pour expliquer les défis qu'on a partagés dans ce passage. Alors, comme je vous dis avant, la question clé, c'est la question de connaissance. Nous, on est arrivé à faire cette transition dans l'énergie lourde à des autres secteurs parce qu'on a basé notre diversification sur la connaissance des marchés, des technologies, des hommes et des femmes. Et on a essayé d'avoir un ancrage même dans la diversification à quelques principes de base de notre activité. Le défi plus grand a été le passage d'une activité comme le trading, qui est une activité légère en termes d'investissement, de risque, parce qu'apparemment tout le monde parle de trading comme une activité à haut risque. Ce n'est pas vrai. L'activité à haut risque, c'est les fixed assets. Quand vous investissez des centaines de millions de dollars ou d'euros dans des fixed assets, vous devez repayer cet asset-là. Là est le risque. Alors, ce passage-là a été très difficile. Et nous ne connaissons, à l'époque, quand on est rentré dans l'industrie, en 95, 96, 94, 95, on n'avait pas d'expérience de maîtrise industrielle. Alors, la connaissance, pour avoir une bonne maîtrise industrielle, vous avez besoin pas des années, mais beaucoup d'années pour le mettre en place. Parce que l'expertise dans ce domaine-là sont expertises rares. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent rester avant l'écran d'un ordinateur, pas venir dans l'usine à faire le sidérurgiste. Alors, on doit faire même beaucoup de marketing pour expliquer quelle est la partie bonne, la partie intéressante même du travail des sidérurgistes. Le problème le plus grand a été ce défi-là. Le défi de fixed asset, de grandes installations et de la maîtrise de cette grande installation. On apprend, naturellement, mais sur le fil du temps. Et tout le temps que vous employez à apprendre, c'est du temps perdu du point de vue économique. Donc, il y a des choses que les autres sont capables de faire, vous n'êtes pas capable de faire, et ça signifie moins de profit ou plus de pertes. Bonsoir, monsieur. Je voulais savoir si Duferco envisage d'étendre ses activités au Maroc à l'aide d'une usine locale. Est-ce que ces projets de développement comme ça, dans ce sens, sont actifs? On est ici, évidemment, parce qu'on envisage le Maroc pour un pays dans lequel est intéressant pour nous d'investir et y être. On essaie aujourd'hui de focaliser et de mettre au point une stratégie industrielle pour notre présence en Maroc, parce qu'on doit faire des choses qui ont du sens. Non?
sont rationnels et qui amènent du valeur, de la création de valeur. Mais on est très intéressé parce qu'on reconnaît dans ce pays, et vous êtes la démonstration la meilleure, que ça vaut la peine d'investir dans ce pays-là, que c'est le pays le meilleur de l'Afrique du Nord, et probablement de toute l'Afrique dans lequel les investisseurs y viennent. Et il n'y a pas seulement les Italiennes, il y a tout le monde qui est intéressé au Maroc. Et nous sommes conscients qu'il y a une compétition entre les différents potentiels investisseurs sur le Maroc. Nous pensons d'avoir un avantage culturel. Peut-être qu'on a un peu de présomption, mais nous pensons franchement, vis-à-vis des autres, d'avoir une culture, une attitude qui facilite la compréhension et la coopération entre l'Italie et le Maroc. Et on essaie de jouer ce match-là. Je vous remercie, monsieur, de votre présentation assez claire et assez riche, où vous avez mentionné que des efforts actifs dans 4 domaines, c'est de la fonderie, la production de l'énergie, ainsi que le transport maritime et de l'innovation. Sincèrement, j'aimerais bien savoir le secret, comment arrive votre société à faire concilier entre les quatre secteurs assez grands et assez complexes. Merci beaucoup. De nouveau, c'est comme la question qui m'a été posée de votre collègue. Alors, dans un grand groupe diversifié, un des problèmes principaux, c'est la circulation de l'information. Et sur cette créneau-là, on continue à travailler beaucoup. Parce que les divisions que vous avez citées, ils ont la tendance naturelle à devenir, comment dire, des mondes autonomes. Les managers, ils sont concentrés sur leur business et ils perdent souvent la richesse de la cross-fertilisation. Parce que dans un groupe comme ça, la richesse la plus grande, c'est la cross-fertilisation. La cross-fertilisation, c'est le boulot du patron, normalement. Et c'est ce que je fais. J'essaye de mettre en contact et de faire circuler l'information. C'est une activité compliquée, assez complexe. Et même dans ce domaine, la digitalisation est fondamentale. Dans la mesure dans laquelle on arrive à avoir la même plateforme d'information pour tous les groupes, ce problème de la circulation de l'information et alors de l'exploit et toutes les synergies qui dérivent de la cross-fertilisation d'information est beaucoup plus simple. C'est une chose sur laquelle on travaille tous les jours. Même ça, ce n'est pas facile, mais ça c'est la piste fondamentale. Bonsoir. Bonsoir, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre très belle présentation. Moi, en fait, je rebondis sur le point, sur l'histoire inspirante du groupe du Farco. Ça fait combien de temps d'années que vous êtes sur le marché et vous avez pu garder votre compétitivité dans un monde volatile, comme vous avez dit. Ma question, c'est de là découle ma question. À votre avis, qui fait que certains entrepreneurs réussissent et certains non? Certains entrepreneurs réussissent dans leur business et certains non. Si vous pouvez... 100 millions de dollars, c'est la question de 100 millions de dollars. Si vous pouvez, d'après votre expérience enrichissante... Vous savez qu'est-ce que disait Onassis? Vous savez qui était Onassis? Onassis a été un des plus grands propriétaires de bateaux du monde. Et quand ils ont lui posé la demande, quelle est la raison de votre succès, il a répondu très simplement, parce que je travaille toujours, même quand les autres ils font vacances. Je ne sais pas si c'est une réponse assez efficace, mais franchement, définir la source du succès entrepreneurial, c'est vraiment
mérite un cours d'UNIF, c'est-à-dire on peut développer des idées et des réponses dans un cours d'université. En réalité, comment dire, les pistes du succès sont très différentes. L'une de l'autre. Il y a même la chance, de la chance. Je ne dis pas pour baisser l'importance des skills managériales, entrepreneuriales, mais pour exemple, nous, on a été toujours opportunistes. C'est-à-dire que ça vient un peu de la tradition du marchand, du trading. On a essayé toujours d'exploiter l'opportunité qu'on a envisagée, d'être vite dans l'exploitation de cette opportunité, parce que les choses arrivent, mais passent vitement. Hein. Ça, c'est un message que peut-être c'est intéressant, d'être concentré, de comprendre les opportunités et de s'effoncer sur l'opportunité. Ne pas réfléchir trop et se prendre partie du risque, parce que dans la mesure dans laquelle vous foncez sur ce n'est pas évident que le succès peut être même un succès. Ma première question porte sur le progrès que vous avez atteint au niveau d'Italie, au niveau des recherches scientifiques et l'hydrogène vert dans le domaine énergétique. Alors, de nouveau, les progrès que nous avons dans le domaine énergétique est knowledge-based. C'est-à-dire qu'on avait une connaissance du marché de l'énergie parce qu'on était traditionnellement de grands consommateurs d'énergie. Alors, si vous êtes de grands consommateurs d'énergie électrique et de gaz, c'est naturel être capable de le vendre, de l'acheter, de le vendre. Non? Et de nouveau, ça c'est un principe qui je retrouve dans toute l'histoire de l'Uperco, knowledge base. La deuxième question, si je comprends bien, quelles sont les méthodes qu'on applique sur la recherche et le développement, c'est ça que... Alors, répétez parce que je n'ai pas compris bien. Deuxième question, c'est est-ce que dans le coach énergétique, vous formez un défi? Si oui, est-ce que vous avez des méthodes d'optimisation? Oui, certainement, comme j'ai expliqué, les coûts de l'énergie électrique, notamment en Italie, c'est un coût très cher, et c'est un grand défi pour notre industrie. On essaye de faire face à ce défi avec tout le processus de l'efficacité de l'utilisation de l'énergie et avec des investissements qui nous permettent d'avoir à long terme un prix de l'énergie plus stable, notamment dans les énergies renouvelables. Ça, c'est un peu la réponse qu'on peut donner à votre question. Je pense qu'on va arrêter un peu les questions parce qu'il y a encore pas mal de questions et si on continue, on va rester peut-être à 23 heures. Je vais en profiter juste pour demander à M. Gauthier un dernier conseil pour les étudiants. Moi, mon travail, c'est d'aider les étudiants pour développer leur carrière. On a beaucoup d'étudiants en sciences et technologies, principalement des ingénieurs, digitalisation, décarbonation, management, et j'en passe. On a beaucoup de défis ici en Afrique et au Maroc, en général. Qu'est-ce que vous conseillez à ces jeunes? Il y en a qui souhaitent faire de l'entrepreneuriat et je pense que vous donnez un bon exemple pour qu'ils pensent à l'entrepreneuriat plutôt, ou bien pour travailler avec d'autres entrepreneurs pour développer de l'entreprise. Donc, quels seraient vos conseils à nos étudiants qui sont présents là avec nous? Et ça serait la dernière question. Ok, simplement travailler. C'est une réponse qui est assez simple, peu banale, si vous dites. Non, la chose que je peux conseiller est de faire une analyse profonde de votre capacité et de votre attitude. Parce que les personnes ne sont pas toutes pareilles
il y a des gens qui ont un instinct plus entrepreneurial et qui alors il doit suivre cet instinct. Et c'est une, comment dire, c'est une donne un peu naturelle. Hein. Il y a des gens qui ont cette attitude et des gens qui n'ont pas. Alors, faire une auto-analyse pour comprendre soi-même. Il y a des autres gens qui sont plus à l'aise dans un contexte organisé, dans lequel il peut exprimer des capacités managériales, qui sont des capacités dans lesquelles, normalement, ce n'est pas le manager qui prend le risque. Le manager a le devoir d'analyser le risque et de présenter les risques et les opportunités à qui va prendre la décision de risque. Et normalement, c'est l'entrepreneur. Ce sont deux métiers complètement différents. Et ça dépend de l'attitude, ça dépend de la culture, ça dépend même de la capacité de se prendre des risques ou de ne le prendre pas. Il n'y a pas un jugement moral. Les personnes sont différentes. Il y a des personnes très bien qui n'ont pas envie de se prendre de risques, et il y a des autres personnes qui sont plus capables de prendre les risques. Ça, c'est une question sur laquelle, mais ce que je vous suggère est vraiment de l'auto-analyse. Travailler de base. Et puis, après ça, avoir la capacité de faire de l'auto-analyse très, très profonde, et à la limite, utiliser des supports, des experts, des psychologues qui font vous d'un miroir et vous aident à comprendre vous-même. Parce que nous, on passe beaucoup de temps à travailler et on réfléchit souvent pas assez sur soi-même, non? Et ça, c'est important de le faire, au contraire. Vive l'Italie, vive le Maroc. Merci beaucoup, M. Gauzet. Je vais profiter de cette occasion de vous présenter un petit cadeau symbolique de l'université. Voilà. Je le mets dans mon office. Non, très belle. Merci beaucoup.